Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à vous dans cette nouvelle édition de votre journal de 15 heures dont voici les principaux titres. Le président Guelleh à Sarajevo pour prendre part à la 8e édition de la Global Islamic Finance Award, la GIFA. Et concernant la 73e Assemblée Générale des Nations Unies, un discours très remarqué du ministre des Affaires étrangères Mahmoud Ali Youssouf du haut de la tribune des Nations Unies. Et actualité régionale, risque de propagation accrue en Ouganda de la fièvre Ebola. Merci à vous de nous rejoindre. Le chef de l'État Ismaël Omar Guelleh est arrivé donc hier soir, vendredi, en début de soirée à Sarajevo, en Bosnie-Herzégovine, un État de l'Europe balkanique sur la mer Adriatique, pour prendre part à la 8e édition de la Global Islamic Finance Award, prévue donc aujourd'hui. Et l'actuel détenteur du prestigieux prix 2017 de la GIFA, le président Ismaël Omar Guelleh, remettra demain donc le trophée 2018 à son homologue de la Bosnie, Bakir Izetbegovic, au cours d'une cérémonie solennelle. Le président de la République est accompagné dans ce déplacement par le gouverneur de la Banque centrale de Djibouti, Ahmed Ousmane, et par l'ambassadeur de Djibouti en Turquie, Aden Hussein Abdillahi. Le prix mondial de la finance islamique est donc récompense chaque année depuis 2011 des institutions, gouvernements et personnalités qui œuvrent pour le développement et les bonnes pratiques concernant la finance islamique dans leur pays. Cette année, on constate une affluence record d'institutions bancaires et d'organisations en provenance du Moyen-Orient, en particulier donc des États du Conseil de coopération du Golfe et de l'Extrême-Orient. C'est la première fois que cet événement est organisé en Europe. L'objectif est, selon le docteur Sofiza Azmi, présidente du prix GIFA et PDG d'Edbiz Corporation, de placer les institutions financières islamiques de l'hémisphère occidental au premier plan du secteur financier islamique mondial, tout en les exposant aux meilleures pratiques du système bancaire islamique et de la finance dans le monde musulman. La première édition du prix GIFA a eu lieu en 2011 à Mascate, à Oman, avec comme premier lauréat Tun Abdullahi Badawi, un ancien Premier ministre de Malaisie. La seconde cérémonie de remise des prix GIFA à Kuala Lumpur en 2012 a récompensé le sultan de Perak. Les autres éditions de GIFA ont eu lieu successivement à Dubaï, Bahreïn, Jakarta et à Astana, avec comme lauréat Shaukat Aziz, l'ancien Premier ministre du Pakistan en 2013, Nursultan Nazarbayev, président du Kazakhstan en 2014, et Mohamedou Sanusi II, émir de Kano au Nigeria en 2015, Joko Widodo, président de l'Indonésie en 2016, et enfin Ismaël Omar Guelleh, président de la République de Djibouti en 2017. Représentant donc le chef de l'État à la 73e Assemblée Générale des Nations Unies à New York, le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale Mahmoud Ali Youssouf a prononcé du haut de la tribune des Nations Unies un important discours dans lequel il a estimé que la crise du multilatéralisme, les tendances protectionnistes, la tentation palpable du repli autarkique parfois autistique sont les conséquences de l'idéologie qui a émergé dans de nombreux pays du Nord après le dernier flux migratoire. Il s'est donc félicité que la communauté internationale se soit mobilisée et ait conçu des réponses et développé des plans d'action dans le cadre du processus intergouvernementaux particulièrement bien mené dans le pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières, et celui sur les réfugiés. Voici ses propos. Il me plaît aussi de féliciter le secrétaire général, M. Antonio Guterres, pour ses nombreuses initiatives pour faire avancer l'agenda des Nations Unies ainsi que le plan ambitieux de réforme du système conçu et développé avec l'appui des États membres. Même s'il y a un consensus sur la nécessité de réforme en vue de rendre notre organisation plus efficace, il n'a pas toujours été aisé de convaincre et de vaincre les résistances et les pesanteurs auxquelles font souvent face ce type d'entreprise majeure. Madame la Présidente, en dépit d'améliorations dans un certain nombre d'indicateurs, comme la hausse de l'espérance de vie, les niveaux de vie et la réduction drastique du taux d'extrême pauvreté au niveau mondial, la validité du constat que nous posions l'année dernière devant cette même Assemblée générale demeure. Même si la croissance se renforce dans certaines parties du monde, les risques d'assombrissement des perspectives sont prépondérants. Les perspectives d'expansion de l'économie augmentent, les risques d'aggravation des tensions et de conflits commerciaux. Les inégalités criantes persistent et les bouleversements géopolitiques majeurs en cours génèrent une incertitude croissante. De même, la persistance et la complexification de certains conflits constituent un motif de préoccupation majeure.
Madame la Présidente, Excellences, Mesdames et Messieurs, le nombre de ceux qui quittent leur pays en raison de menaces qui pèsent sur leur vie ne cesse de s'accroître. Celles et ceux à la recherche d'une vie meilleure, parfois au péril de leur vie, et qui prennent la mer sont de plus en plus nombreux. Ce flux migratoire a contribué involontairement à l'émergence d'un débat politique âpre dans certains pays du Nord. Des débats d'une telle virulence qui, pris à la lettre et sans une dose de distance critique, pourraient remettre en cause le sentiment d'appartenance à une humanité commune, liée par la responsabilité commune de bâtir ensemble un monde meilleur. La crise du multilatéralisme dont nous faisons le constat, les tendances protectionnistes que nous observons, la tentation palpable du repli autarcique, parfois autistique, sont des conséquences de cette idéologie émergente. Elle présuppose qu'il nous faut compter que sur soi, qu'on ne peut compter que sur soi, contredisant ainsi la sagesse philosophique de « je est un autre ». D'où l'importance du thème « Faire de l'ONU une organisation pour tous », une force mondiale fondée sur des responsabilités partagées au service des sociétés pacifiques, équitables et durables, qui nous est proposée pour guider notre réflexion collective. La compilation de l'ensemble de nos propositions et contributions pourrait constituer des éléments d'un manifeste pour renouveler et restaurer la foi et le crédit que nos populations accordent au système des Nations Unies en sa capacité de répondre aux problèmes qui sont les leurs. Madame la Présidente, Excellences, Mesdames et Messieurs, Djibouti se félicite du fait qu'en réponse à chacun des périls que nous avons mentionnés ci-dessus, la communauté internationale s'est mobilisée et conçu des réponses, développé des plans d'action dans le cadre du processus intergouvernementaux particulièrement bien menés. Parmi ces succès, je voudrais citer l'adoption des réformes engagées par le secrétaire général dans les 3 domaines clés, le repositionnement du système de développement onusien dans la mise en œuvre de l'agenda 2030 pour l'humanité, la réforme de la gestion et celle de l'architecture de paix et de sécurité. Il conviendrait également de souligner la finalisation à l'issue d'un processus ouvert, transparent et inclusif, le Pacte mondial pour une migration sûre, ordonnée et régulière, dont l'adoption est prévue à Marrakech en décembre prochain. De même, Djibouti considère comme un développement majeur la finalisation du Pacte mondial pour les réfugiés, qui sera soumis à l'examen de l'Assemblée générale lors de cette session. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs, les réfugiés constituent une catégorie particulièrement vulnérable et les Nations Unies, à défaut de pouvoir résoudre durablement les causes des conflits à l'origine de leur exil, doivent répondre de manière adéquate à leurs besoins. Les efforts de mise en œuvre de l'agenda 2030 nous encouragent et nous motivent. La dynamique en cours afin de s'approprier et intégrer les ODD dans les efforts de planification ainsi que les efforts institutionnels fournis par les pays mérite d'être vigoureusement poursuivis. Il s'agira d'approfondir la réflexion et les échanges, d'instaurer des cadres participatifs et de nouveaux modèles de partenariat. Il convient d'orienter ou de réorienter les investissements dans le renforcement et collecte de données relatives au développement durable et celles liées aux statistiques sur le genre, la santé, l'éducation et l'environnement. Djibouti sera heureuse de présenter bientôt son examen initial volontaire et considère cet effort d'introspection salutaire. De même, nous accueillons favorablement les éléments de la stratégie prônée par le secrétaire général pour mobiliser des ressources accrues pour le financement de l'agenda 2030. À cet égard, permettez-moi de le souligner à nouveau. Il faudra non seulement penser à des stratégies de financement novatrices, à garantir un flux accru d'investissements directs étrangers, mais également à maintenir les engagements pris en matière d'aide au développement. Mais la plus grande menace à la mise en œuvre du programme 2030 est le conflit et la violence, a souligné le ministre. Contrastant avec le tableau sombre du monde, la Corne de l'Afrique, s'est-il réjoui, a connu une succession de développements historiques de nature à générer des dividendes pour la paix, la réconciliation et le développement économique. Le ministre a salué donc une nouvelle fois le rapprochement entre l'Éthiopie et l'Érythrée avant d'informer l'Assemblée que les présidents du Djibouti et de l'Érythrée se sont réunis le 17 septembre dernier à Djeddah et ont convenu d'ouvrir un nouveau chapitre dans les relations entre ces deux pays frères. Ils se sont mis d'accord donc pour poursuivre le dialogue en vue de trouver une issue pacifique aux questions en suspens, y compris le litige frontalier et les prisonniers de guerre. On l'écoute. La Présidente, Excellences, Mesdames et Messieurs, la plus grande menace de la mise en œuvre de l'agenda transformateur est nul doute le conflit et la violence.
Les conflits dans plusieurs parties du monde continuent à alourdir le bilan des morts et la nature des défis spécifiques qu'ils posent devront mobiliser l'attention soutenue de la communauté internationale. L'expansion du terrorisme et du crime international organisé complique davantage les situations déjà fragiles et exige des réponses différentes de celles proposées par les opérations de paix conventionnelles et met en crise les outils de négociation diplomatique à notre disposition. Il est urgent d'examiner de manière approfondie ces mesures. Contrastant avec ce tableau sombre, la Corne de l'Afrique a connu une succession de développements positifs historiques qui sont de nature à générer les dividendes pour la paix, la réconciliation et le développement économique. Nous avons salué le rapprochement entre l'Éthiopie et l'Érythrée, qui a mis fin à 2 décennies d'une situation de ni guerre ni paix, et qui inaugure une nouvelle ère de paix, d'amitié et de coopération entre les 2 pays. Les répercussions positives pour les autres conflits interétatiques dans les pays de la région ont été rapides et, nous l'espérons, conséquents. À cet égard, je souhaiterais informer cette auguste Assemblée que les présidents de Djibouti et de l'Érythrée se sont réunis le 17 septembre à Djeddah, sous les auspices de Sa Majesté le roi Salman Ben Abdelaziz de l'Arabie Saoudite, et ont convenu d'ouvrir un nouveau chapitre dans les relations entre les 2 pays frères. À l'issue de cette réunion et grâce aux efforts inlassables du roi d'Arabie Saoudite et de son Excellence le Premier ministre, le Dr Abiy Ahmed de l'Éthiopie, ils ont convenu de poursuivre le dialogue entamé en vue de trouver une issue pacifique aux questions en suspens, y compris le litige frontalier et les prisonniers de guerre. Nous nous félicitons aussi de l'accord de paix signé entre le président Salva Kiir et le chef de la rébellion le 12 septembre à Addis Abeba sous les auspices de l'IGAD, et formons le vœu qu'il puisse être mis en œuvre de manière totale et sans réserve. Le peuple sud-soudanais n'a que trop souffert, il mérite la paix et la possibilité de construire un avenir meilleur. Nous sommes encouragés par ces progrès immenses accomplis par la Somalie en vue de construire des institutions de gouvernance solides et de restaurer la paix et la stabilité et la croissance économique. Tout en reconnaissant les progrès significatifs accomplis, il est impérieux d'identifier et de combattre ensemble les acteurs s'opposant en entrave à la normalisation politique, en particulier le groupe terroriste Al-Shabaab, et tout mettre en œuvre afin de bâtir une meilleure cohérence et une unité d'action entre le gouvernement fédéral et les autres unités fédérales. Nous saisissons cette opportunité pour rendre hommage aux troupes de l'AMISOM, dont le rôle crucial a été amplement démontré sur le terrain. L'appui de l'AMISOM aux forces somaliennes est crucial afin que le transfert des responsabilités en matière de sécurité puisse se faire dans les meilleures conditions. La question de la Palestine doit continuer à mobiliser la communauté internationale. Il n'y a pas d'alternative à la solution à 2 États. Par ailleurs, la question des réfugiés palestiniens doit également interpeller les consciences de tous. Je ne manquerai pas aussi de rappeler ici la souffrance du peuple rohingya, qui subit aujourd'hui, tel que la communauté internationale le voit, une épuration ethnique. Il est important de faire pression sur le gouvernement de Myanmar pour qu'il puisse accepter le retour de ces réfugiés rohingyas. Les Nations Unies, mesdames et messieurs, ont apporté une contribution significative dans les efforts de maintien de la paix et de la sécurité internationale. L'ONU a joué un rôle crucial dans la promotion de la coopération internationale entre les États. Il est de notre responsabilité à tous de renforcer son rôle et d'en faire une force mondiale. Djibouti est disposé à travailler aux côtés des autres nations du monde à l'émergence d'un monde plus sûr, plus solidaire et plus prospère. L'enjeu est de taille, l'exhortation est pressante. Vive les nations du monde, vive les Nations Unies. Je vous remercie de votre attention. Également dans l'actualité, le ministre de la Santé, Dr Jama Elmi, a procédé hier à la remise de 4 ambulances au profit de la prison civile de Gabod et des régions sanitaires d'Arta, de Dikil et de Tadjoura. La cérémonie officielle de remise s'est tenue dans l'enceinte du ministère de la Santé en présence des principaux cadres du département
Le ministre de la Santé, Dr Jamal, donc, a ainsi remis les clés de 3 ambulances aux mains du ministre délégué à la décentralisation, Hamadou Mohamed Aramis. Cette démarche de renforcement des capacités en transport médicalisé au profit des structures sanitaires de concentrés donc, de Yoboki, de Randa et de PK20 s'inscrit dans le cadre de la promotion du processus de décentralisation. Enfin, la 4e ambulance destinée à la prison civile de Gabon a été remise par le ministre de la Santé au secrétaire général du ministère de la Justice, Maki Omar Abdelkader, pour renforcer les prises en charge médicales en milieu carcéral. Position du ministère de la décentralisation en direction des régions, je crois. Nous en félicitons monsieur le ministre de la Santé qui n'est pas à son coup d'essai. Hein, on le remercie vraiment pour son dynamisme qu'il est lieu de saluer. Merci, monsieur le ministre. L'inspection générale de l'enseignement technique et de la formation professionnelle a organisé un atelier de formation sous le thème des enjeux de la formation professionnelle au lycée industriel et commercial de Djibouti. Le secrétaire général du MENFOP, Mohamed Abdallah Mahyoub, a ouvert les travaux de l'atelier de formation et qui a vu la présence des responsables du MENFOP en charge de l'enseignement technique et de la formation professionnelle et des cadres du ministère de la Femme et de la Famille. Cet atelier de formation était destiné à l'ensemble des acteurs de la formation, à savoir les chefs d'établissement, les chefs des travaux et les professeurs. L'objectif de cet atelier étant donc de former et de faciliter l'insertion des sortants, la gestion des centres de formation professionnelle et également les cycles de formation. Le secrétaire général du MENFOP, Mohamed Abdallah, a longuement expliqué aux participants l'importance et les enjeux de la formation professionnelle. Il a rappelé que cette formation se veut une formation de qualité couvrant tous les domaines de l'enseignement technique et de l'apprentissage. Et le secrétaire général par intérim du ministère de la Femme et de la Famille a mis l'accent sur les enjeux de la formation professionnelle. Elle a encouragé les participants et remercié les formateurs du MENFOP. Rappelant que les grands changements entamés cette année pour la transformation de l'école djiboutienne passent aussi par la formation professionnelle. Le premier point, c'est la nouvelle architecture de la formation professionnelle. Le deuxième point de cette formation, c'est comment enseigner dans la voie professionnelle. Le troisième point, c'est la gestion pédagogique des ateliers et des espaces pédagogiques. Et puis, le quatrième point, c'est la gestion de la formation au milieu professionnel. Le résultat attendu de cette formation, c'est qu'elle ait un impact positif sur les pratiques pédagogiques des enseignants. On veut des enseignants réflexifs qui améliorent la qualité des enseignements apprentissages. Il est l'heure à présent de retrouver l'appel à la prière d'Al-Asr. Nous retrouverons la suite de notre journal juste après ça. Voilà donc, c'était l'appel à la prière d'Al-Asr. Nous retrouvons la suite de notre journal. Si l'attention de chaque parent reste la protection de leur enfant sous tous ses angles, c'est-à-dire veiller à leur développement physique, intellectuel et social, sachez que c'est aussi toute une politique développée par le ministère de la Femme et de la Famille, comme nous allons le voir dans ce magazine. C'est un dossier préparé et commenté par Abdelrahman Mohamed. Promouvoir le développement physique, intellectuel et social de l'enfant dès son plus jeune âge, c'est tout l'objectif de la politique nationale de développement intégré de la petite enfance, initiée par le ministère de la Femme et de la Famille et appuyée par l'UNICEF. C'est à la rentrée scolaire 2009-2010 que les 5 premières structures communautaires de prise en charge de la petite enfance, appelées classes des tout-petits, ont vu le jour. Aujourd'hui, ces chiffres ont été multipliés par 6 pour atteindre 30 garderies, aussi bien à Djibouti-Ville que dans les régions de l'intérieur. Pour mener à bien cette mission, le ministère de la Femme et de la Famille a formé tous les éducateurs des garderies afin de les familiariser avec les outils de cadrage de l'enseignement des classes des tout-petits et de s'approprier des programmes des garderies. Ici à PK12, ce sont quelques 60 enfants issus surtout des familles à faible revenu qui fréquentent cette garderie. Les communautés du quartier ont été impliquées et les parents sensibilisés à travers l'éducation parentale, des parents qui ne cachent pas leur satisfaction. أكلت إمكانك على وكون إنه آمن وكسبنا
كادو كنا بنبريسو اللي نجاي بريسانا هاي بريسا مر نجاي بريسا وركادو نجاي بريسا أيوة فايدة وياو ناس كده مرك حبيت الجوجل فايدة وياو ناس هاي هرب رافد برشاد والقالي ويان والكور إذا تدعمه هاي بقرن يبقى حبوت الله ها عادي بقولك بقى دفاعية. Plus de 1000 enfants âgés de 3 à 5 ans sont aujourd'hui enregistrés dans les garderies communautaires. La particularité de ces garderies, c'est qu'elles représentent une structure d'accueil pour les enfants issus des familles les plus vulnérables de la ville de Djibouti et des régions de l'intérieur. Elles permettent aux familles démunies d'envoyer leurs enfants dans les garderies gratuitement pour bénéficier d'un apprentissage de base. C'est pourquoi le ministère de la Femme et de la Famille a mis à leur disposition tous les moyens pédagogiques et les fournitures nécessaires pour l'épanouissement de l'enfant. Les bienfaits des garderies sont très significatifs sur le développement de l'enfant. Il permet à l'enfant d'entretenir des relations chaleureuses avec les autres, de développer ses habiletés et de stimuler son goût d'apprendre. Pour la responsable de la garderie de PK12, l'avenir de l'enfant commence dans les garderies parce qu'on les prépare ici pour un bon départ dans la vie. gaardarigan wuxuu jiraa 8 sano waxa noo furtay wasaaradda haweenka oo noogu ballan qaaday sidii caruurahan gaardariga loo qoran lahaa ay wax u sii baran lahaayeen uga sii aflixi lahaayeen way nagu garab galeen annaguna cabashadan ula tagnay aad iyo aad baan u hambalyeynaa gaardariga tayadiisa kale markaan ka warano ilmo kasto xaafadda fadhiyay wacdi gelin baan u sameynay waalidada baraarujin baan sameynay way ka soo qayb galeen iyaguna naguma qoonsan aad iyo aad bay uga soo qayb galeen aad iyo aad baan u hambalyeynaa marwada koobaad hawl kastay hooyadu leedahay iyada ku dhex jirta iyadaana ogsoon iyadaana qabata gaardarigana haween ka soo jeeda haweenna ay gacanta ku hayaan marwada koobaadna ay baaqeedii ku bixisay waxaan u bixinay magaciisa gaardari marwo. En plus des garderies, le département expérimente actuellement des crèches communautaires. Pour voir de plus près comment se déroule cette phase pilote, nous nous sommes rendus dans l'une des crèches communautaires, au quartier 4. Une assistante maternelle formée à cette fin s'occupe des enfants. Âgés de 2 ou 3 ans, les tout petits semblent déjà rodés à la vie en groupe. On leur apprend l'alphabet, le coloriage, la discipline positive et à écouter les contes. Témoins du succès, les responsables appellent les parents à profiter de cette expérience. waxaanayna waa 2 ans ilaa 3 ans baan meesha ku haynaa marka dadku waxaan u sheegaynaa dadweynaha wixii wadanaya wax ubadkii ka reebala ilmuhu hadduu sanad yahay ilaa 2 sanadood wax ka reebala uu de risiq doonan u shaqo tagaya inaan ka reebno intuu danihiisa soo dhamaysanaya inaan halkaa ugu hayno. Selon le gouvernement, ce cadre de développement de la petite enfance répond aux besoins de celui-ci tant sur le plan cognitif et social que sur le plan émotionnel et physique. Tous les moyens sont mis en œuvre pour pérenniser et développer cette approche. Les explications avec Ikram Ahmed, chargé des garderies communautaires. Le ministère s'occupe des garderies communautaires dans toute la ville et dans les régions. En majorité, nous avons 29 garderies communautaires. 15 qui se trouvent à Djibouti-Ville, dans les communes de Boulaos et dans les communes de Belbala, et 14 qui se trouvent dans les régions. Pour les fournitures, nous procurons à tous les éducateurs des fournitures scolaires comme des livres, des cahiers, des stylos, des crayons, tout ce qui peut être fourniture scolaire pour les élèves qui sont dans les garderies. Ce programme s'inscrit dans la protection et la promotion des droits de l'enfant. Le ministère de la Femme et de la Famille travaille ainsi avec tous les départements impliqués dans cette question et notamment le ministère de l'Éducation nationale, car le programme des garderies communautaires est un des éléments prioritaires dans le renforcement de ces droits. Et pour nous en parler avec nous, donc une des responsables du ministère de la Femme et de la Famille, en l'occurrence Madame Zamzam Hassan, chef de service donc de l'enfance au ministère de la Femme et de la Famille. Bonjour Madame. Bonjour Ahmed. Alors nous avons vu ce reportage donc qui a été réalisé par nos équipes concernant donc les crèches communautaires. Combien de structures avez-vous mises en place au niveau national en tout? Oui, merci Ahmed. Donc, on a commencé par 2 garderies seulement en 2008. Nous avons multiplié les structures de la petite enfance. Nous comptons aujourd'hui 33 structures communautaires. Donc 16 à Djibouti-Ville et 17 dans la région de l'intérieur. Donc à Djibouti-Ville, tous les quartiers sont couverts.
allant de quartier 1 à BK13 et dans la région de l'intérieur. Les localités également sont prises en compte dans le programme. Donc, oui. Donc ces crèches et garderies sont également gérées par du personnel qualifié et formé par l'Institut supérieur ISS et ils sont en charge de la petite enfance dans ces structures. D'accord. Alors comment est-ce que vous travaillez donc avec ces communautés-là? Oui, dans les communautés, nous avons également mis en place des comités de gestion qui vont assurer la sécurité, la propreté, mais également mobiliser et détecter les enfants les plus vulnérables dans les quartiers. Donc nous nous appuyons à ces comités de gestion qui sont également formés par le ministère sur la gestion des garderies et sur la prise en charge des enfants. Et enfin, donc, quelles sont les perspectives à long terme du ministère de la Femme et de la Famille par rapport à ces structures? Nous comptons également construire des centres qui vont renforcer les structures existantes. Ces centres seront implantés à Demirjouk de la région d'Arta et à Sassane de la région d'Obok. Donc cette structure va prendre en charge les enfants dès la conception de l'enfant jusqu'à ses 5 ans. Donc l'état nutritionnel et puis la croissance des enfants seront suivis. Et également nous développerons des modules de formation pour les parents sur comment adopter un bon comportement envers l'enfant. Merci Madame Zamzam Hassan. Je rappelle que vous êtes chef des services de l'enfance au ministère de la Femme et de la Famille. Merci d'avoir accepté notre invitation, d'avoir bien voulu répondre à nos questions. Merci. Et dans le cadre du projet d'appui à la réalisation d'infrastructures économiques et à la promotion des activités économiques dans les régions, financé donc par la Banque africaine de développement, l'Agence djiboutienne de développement social a organisé un atelier de validation de micro-projets dans les associations de la région d'Arta mardi dernier dans la salle de réunion du Conseil régional d'Arta en présence du président du Conseil régional. Et également dans l'actualité, donc l'association Chimbir Maleiko a organisé donc également mardi dernier son premier anniversaire à son siège de Cheikh Moussa à Balbala. L'événement donc a vu la participation des responsables de l'association, dont le président Bourale Aden Hersi, le président donc adjoint Abdelrahman Youssouf Barré, le secrétaire général et l'animateur Youssouf Jama Farah et de la deuxième vice-présidente Madina Ali et des femmes du quartier, de nombreux sages donc et plusieurs jeunes membres de l'association. Chimbir Maleiko a vu le jour le 25 septembre 2017 et a pour objectif de lutter contre le chômage et la pauvreté et la promotion des quartiers où l'association a installé plusieurs sièges. Plusieurs interventions ont eu lieu durant cette cérémonie commémorant le premier anniversaire de l'association, dans celle du président adjoint Abdelrahman Youssouf Barré et du secrétaire général et animateur Youssouf Jama Farah. Ils ont tour à tour remercié les habitants du quartier et les membres de l'association pour leur soutien et appui tout au long de l'année qui s'est écoulée. Et prenant la parole à son tour, le président de l'association Chimbir Maleiko a retracé donc les différentes activités qui ont été menées par son association et a félicité les membres pour leur travail et leur abnégation. Il a souligné que plusieurs autres activités sont en cours de réalisation et que tous les moyens ont été mis en place pour la réussite de ces derniers. Il a enfin fait appel à tous les généreux donateurs et sponsors de se manifester pour les activités de l'association soient réalisées dans les meilleurs délais. Sous l'égide du secrétariat d'État à la jeunesse et au sport, une délégation de la Fédération djiboutienne de judo et disciplines associées, composée du président de la fédération Faisal Abdelrahman et mademoiselle Houda Faisal, ont participé donc au championnat arabe minime Benjamin et cadet du 27 au 28 au 30 septembre à Beyrouth au Liban. La judoka djiboutienne Houda a obtenu la médaille de bronze. Notons que cette compétition s'inscrit dans le cadre de la préparation aux Jeux olympiques de la jeunesse
devront se dérouler à Buenos Aires, en Argentine, au début du mois d'octobre prochain. La jeune est arrivée donc à ce niveau grâce au soutien de son père, qui n'est autre que le président de la fédération. Mademoiselle Houda a pu battre donc ses adversaires, à savoir 2 Égyptiennes, dans la catégorie 44 kg par Ippon, mais elle a perdu donc sur décision d'arbitre la médaille d'argent contre une Syrienne et elle a bénéficié d'une médaille de bronze. C'est la 2e médaille pour une 2e compétition. C'est un exploit pour la jeune fille qui montre donc déjà les signes d'une battante prête à tout et même celui de championne olympique. Monsieur Faisal n'a pas manqué d'exprimer sa fierté envers sa fille, mais aussi sa gratitude envers le Comité national olympique et sportif djiboutien et le secrétariat d'État à la jeunesse et au sport pour le soutien constant pour la promotion et le sort du judo djiboutien. Et de là, nous passons à ce qui fait la une de l'actualité internationale avec Fardous Hussein. Bonjour Fardous. Bonjour Ahmed. Alors Fardous, nous allons parler de la fièvre Ebola. Le risque de propagation nationale et régionale devient très élevé et l'Ouganda est menacé. Effectivement Ahmed, l'Organisation mondiale de la santé a annoncé avoir relevé d'un cran le risque de propagation de l'épidémie d'Ebola en République démocratique du Congo, le jugeant désormais très élevé au niveau national et régional. À l'échelle mondiale, le risque est toujours considéré comme faible. L'OMS explique avoir modifié son évaluation des risques de l'épidémie d'Ebola en raison des facteurs de risque potentiels de transmission d'Ebola au niveau national, régional, dans les liaisons de transport et les mouvements de population. Le 25 septembre dernier, le directeur général adjoint de l'OMS chargé des réponses d'urgence avait signalé que l'Ouganda est désormais, Ahmed, confronté à une menace imminente de cette maladie d'être affecté par Ebola avec l'apparition des cas proches de la frontière près du lac Albert. La 10e épidémie d'Ebola sur le sol congolais depuis l'apparition du virus en 1976, rappelons-le, a été déclarée le 1er août dans l'est de la République démocratique du Congo, une zone de grande insécurité en raison de la présence de dizaines de groupes armés. Et nous allons nous rediriger donc au Proche-Orient, notamment à la bande de Gaza, où 7 Palestiniens ont été tués par des soldats israéliens. Eh bien, Ahmed, oui, comme vous l'avez dit, 7 Palestiniens, dont 2 adolescents qui manifestent à la frontière entre la bande de Gaza et Israël, ont été tués hier par des militaires israéliens dans le cadre du mouvement de protestation hebdomadaire lancé il y a 6 mois dans cette enclave palestinienne. Ils ont également fait état de 505 blessés, dont 89 par balle. Parmi les 7 Palestiniens tués figurent 2 adolescents de 12 et 14 ans selon le ministère de la Santé dans l'enclave palestinienne. Il s'agit de la journée la plus sanglante depuis le 14 mai qui avait coûté la vie à plus de 60 Palestiniennes lors de violences coïncidant avec l'inauguration de l'ambassade des États-Unis à Jérusalem, un motif d'indignation pour ces Palestiniens. Plus de 2 millions de personnes vivent entassées dans la bande de Gaza, faisant face à des difficultés économiques alors que des pourparlers de paix israélo-palestiniennes sont dans la passe depuis 2014. Et enfin, nous allons parler de réseaux sociaux, nouveau piratage massif des comptes Facebook. Et oui, Ahmed, une publicité dans le réseau social Facebook aux plus de 2 milliards d'usagers se serait bien passé. Facebook a annoncé que son équipe d'ingénieurs avait découvert le 25 septembre une faille de sécurité ayant affecté près de 50 millions de comptes. La firme dirigée par Mark Zuckerberg explique que les pirates ont eu accès à des données via l'outil aperçu de profil en tant que, qui permet de voir ce que les autres utilisateurs voient sur votre profil en même temps. Une incertitude demeure sur les autres 40 millions de comptes pour lesquels la fonctionnalité a été utilisée récemment, ont aussi dit les responsables de Facebook. Dans le doute, le groupe a déconnecté dans la nuit de jeudi à vendredi 90 millions de comptes concernés, obligeant leurs titulaires à se reconnecter manuellement. À la suite de ces annonces, le titre Facebook a perdu, Ahmed, 3% en milieu de séance à Wall Street. Merci Fardous pour toutes ces précisions. Merci également à vous de nous avoir suivis. C'est la fin de ce journal. Excellent après-midi sur Télé Djibouti.